Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Chaque semaine, on vient avec Fernand Lopez sur les actualités du moment. Les actualités du moment, c'est l'UFC. Bonjour Fernand, comment ça va? Est-ce que tu as suivi l'UFC 288? Yes, je l'ai fait, mais je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai dû me rattraper le lendemain. Oh, Je suis ok. pas allé jusqu'au... Oui, je prends soin de moi. D'accord, d'accord. Bon, bah, Donc, je tiens, dès que j'ai sommeil, je vais au lit. Je ne, je vais plus jusqu'au bout forcément. wow, ok. Bon, alors, on va bien évidemment parler du main event Henry Cejudo, Aljamain Sterling. Déjà, pour toi, c'est clair, Aljamain Sterling a gagné? Sans aucun doute, c'était propre. Il a fait ce qu'il fallait. Il a utilisé beaucoup d'incertitudes. Il a utilisé beaucoup de jambes. C'était la seule solution pour lui de gagner. Et il a annihilé le côté rustre de Cerudo. Maintenant, non, c'est bien ce qu'il fait. Et en plus, non, il a fait. Moi, j'ai aimé. C'était un combat, un match compétitif. Euh, et avec une bonne sorte. On a beaucoup sous-estimé l'évolution de Aljo. On l'a pas vu venir, mais je suis sûr que euh, il est là pour durer. Surtout si le prochain, c'est Sean O'Malley, il est là pour durer. Oui, justement, moi aussi, je vois une victoire d'Aljamain Sterling face à Sean O'Malley, même si Sean O'Malley, ça va être un événement pour lui. L'UFC va pousser pour qui ça. Enfin, dans le sens, ce sera à Boston. Vas-y, ouais. Oui, Sean a tout gagné Mm. en faisant son truc, c'est excellent et tout. Mais pour le coup, je pense que c'est un morceau qui va être difficile à mâcher parce que au fond de lui, je pense qu'il aurait espéré que Cejudo gagne le match. Parce que Henry Cejudo a une meilleure lutte que Aljamain Sterling. Cependant, il est moins dangereux, il pose moins de danger à Sean O'Malley qui est longiligne, qui a un bon grappling, mine de rien, et qui pourrait se relever plusieurs fois face à Henry Cejudo. Face à Cejudo, je ne suis pas sûr qu'il puisse prendre les risques avec le sol de Aljo. Aljo est compliqué au sol. Donc, je vois une victoire de Aljo sur lui, sur une soumission rapidement au premier ou au deuxième round. Ça, ouais. Bon, bah voilà. Et pour toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre aujourd'hui Aljamain Sterling? Quelqu'un qui n'est pas Merab, son Mais là, coéquipier. Ouais, voilà. c'est ce que j'allais te dire, c'est que malheureusement, Merab, euh, c'est une très belle histoire et c'est dommage qu'ils ne puissent pas s'affronter, quoi. Et c'est dommage parce que pour le coup, c'était le combat à faire. C'est parce que Aldo, on a critiqué, on a dit ce qu'on voulait. Maintenant, en bantamweight, trouver quelqu'un qui peut le battre, c'est compliqué parce il n'arrête pas d'évoluer. Il monte. L'espace-temps est ultra rapide sur le MMA. C'est fou. Je me faisais une réflexion en disant que si Aljo veut battre, si Aljo doit prendre Sean O'Malley, c'est tout de suite qu'il doit le faire. S'il attend 6 mois, un an, ce sera plus le même. S'il donne un an à Sean O'Malley, le match peut se compliquer sérieusement. Parce que Sean est en constante évolution et que mine de rien, il n'est plus jeune Aljamain Sterling. Donc, c'est le moment de le prendre, de se dire, OK, je sors d'un camp d'entraînement, j'ai pas beaucoup m'afflé, je vais juste me reposer un peu et je repars direct. Je suis chaud bouillant, j'ai affronté, j'ai fait des gros camps avec un Merat avec lequel je lutte tous les jours. Je vais pouvoir amener Sean 15 fois au sol, même s'il se relève, je vais pouvoir le ramener. Vaut mieux le prendre rapidement là en été au lieu d'attendre très longtemps. Parce que mine de rien, Sean lui veut enchaîner, lui veut tout de suite combattre. Sean, je pense que la dernière fois où Sean O'Malley a combattu, c'était octobre dernier, ça fait longtemps. J'imagine qu'il a faim et que ça fait un an qu'il n'a pas combattu, il a envie de combattre. Donc voilà, normalement, ça devrait se faire au mois au mois d'août. On n'a toujours pas de news sur ce qui doit se passer après au mois de septembre. Euh, je ne suis pas le manager de Sean, de quoi tu me parles? Non, mais pour ce qu'il y a après, parce que en gros, c'est ciblé, je crois, pour le 19 août, le retour d'un Hein. pay-per-view à l'UFC à Boston. Je sais Jusque pas là, si c'est bon. après, en septembre, tu sais, quelques semaines après, il y a... Non?
Si, ce n'est plus un secret, c'est Ah, sûr. d'accord, C'est ok. sûr, il y aura un événement à Paris en Ah, début septembre. bon, bah, C'est sûr. eh ben voilà, formidable. Et donc on devra avoir Sean O'Malley contre Aljamain Sterling. Aljamain Sterling qui confirme véritablement que c'est le patron de cette catégorie. Il y a quand même une grosse question, est-ce que son adversaire le plus compliqué, ce serait pas le cutting à Monsieur Sterling? Parce qu'on l'a vu encore lors de la pesée Ouais. officielle, extrêmement soulagé. Toi, si t'es dans une situation comme ça, est-ce que tu continues de pousser un peu ou quand tu vois que ton gars est... Enfin, je veux dire, quand il y a eu l'annonce du poids, il y a vraiment eu un soulagement de sa part. Donc je sais pas si c'est du théâtre ou quoi, mais... Il est très costaud pour la KT. Honnêtement, s'il n'y avait pas ce défi qui est bien même pour ses affaires et son business de Sean, j'aurais préféré qu'il monte de KT. Il a déjà fait ce qu'il faut. Là tu sais, avec Peter, à un moment donné, on a eu des doutes parce qu'il avait fait sa comédie pour gagner le combat et qu'on ça lui un peu, ça a terni un peu son image et tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Le mec qui pense que Aljamain Sterling est une fraude, il ne connaît pas, il n'est pas dans le MMA aujourd'hui. C'est clair. Il vient juste de battre un mec qui était dans la KT en tout cas un GOAT, quoi. Enfin, c'est Henry Cejudo, c'est quelqu'un. On n'a plus de doute sur lui. Moi, je serai à sa place, je monte tout de suite. Mais il y a un très bon défi qui va lui apporter beaucoup de reconnaissance, de la, il va cimenter sa stature d'être le leader aujourd'hui dans cette caté. Il va surtout prendre beaucoup de lumière outre-Atlantique. Parce que, certes, ça à Boston, c'était tout, mais c'est le puits, en fait, c'est l'endroit où on va trouver le plus d'Européens, en tout cas venus du bord de Sean O'Malley. Donc, c'est génial. C'est comme ça qu'on a construit l'histoire de Connor, en l'amenant à Boston. Donc, aujourd'hui, on sait qu'en passant par là, on va construire l'histoire de Sean O'Malley. Dans les deux cas, ils sont gagnants-gagnants et j'adore le match. Et je suis à la place du manager de Aljo. Je fais ces derniers défis, histoire de ramasser de la lumière en Europe et de la constance et puis de l'oseille au passage. Ensuite, je passe à la catégorie au-dessus parce qu'il en a les moyens. Physiquement, il est bon, il a le cardio qui va avec et donc ça peut être bien. Et pour toi, donc on a parlé d'Aljamain Sterling, mais comment Sean O'Malley peut s'imposer contre lui? Waouh! C'est compliqué. Euh, c'est- c'est- pour qu'il puisse s'imposer face à lui, il faudrait qu'il fasse du Sergan. Du Segan qui fait l'intouchable. En gros, à chaque fois qu'ils vont arriver au contact, il y aura quand même une supériorité physique et technique sur la lutte et le reste. Maintenant, ce qui est bien avec lui, c'est qu'à tout moment, il peut éteindre Aljo avec un coup de genou sauté, avec un coup de pied retourné, il est très flashy et il est surprenant et explosif. Ça, c'est ce qui est bien. C'est le danger c'est le gros danger qu'avait Henry Cejudo d'affronter un mec comme Sean O'Malley. Parce qu'il est petit détail et les genoux n'auront pas besoin de hauteur pour le coucher. Mhm. Aljamain Sterling, il est déjà grand, ça réduit la chance de genoux. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir juste qu'il s'entraîne extrêmement bien pour complètement battre Aljamain Sterling sur la boxe. Quoi qu'il fasse sur la lutte, il sera toujours en retard. Il sait bien qu'il lutte, hein, mais dès qu'on annonce la date de combat et qu'il sait qu'il va l'affronter, il faudrait qu'il se mette uniquement à se concentrer quasiment à 90% sur comment je vais faire pour placer des coups très précis, ne pas gaspiller l'énergie et gagner en mettant de la distance face à lui. Parce que, mine de rien, il joue beaucoup, il a des incertitudes. Et quand tu as des incertitudes et que tu donnes des fun comme il donne Aljo, tu t'exposes, tu ouvres des choses. On sait que lui, c'est un artiste, Sean O'Malley. Comme Picasso, il veut peindre un tableau et laisser une belle signature et tourner le dos. Il a envie de faire un truc clean. C'est l'occasion d'aller travailler un footwork qui lui permettrait d'être tout le temps in, out, en touchant extrêmement précisément où il veut et disparaître dans la foulée et prendre. Il va pas cavaler tout le temps parce que Aljo met une pression
une pression étouffante. Et donc, il va falloir prendre des pas simples sur la gauche, un step sur la gauche, un step sur la droite, pour juste déverrouiller la cible. Aljo est sur toi. Quand il est sur toi, il fait un gros cadrage. Quand il est sur toi, il a verrouillé une cible. C'est vraiment comme on voit dans des petits dessins animés où on dit cible verrouillée, il y a un laser sur ta tête et bientôt ça va tirer. Et donc, il y a 2 avions de chasse qui se suivent. Quand la cible est verrouillée, il faut la déverrouiller en urgence. Et la déverrouiller, tu n'as pas besoin de faire 5 pas. Tu as juste besoin pour un lutteur expérimenté et préparé qui veut shooter sur toi, tu as juste besoin de faire un pas latéral à gauche ou à droite pour que la cible soit verrouillée et qu'il ait besoin de recomposer, de reverrouiller la cible pour qu'il soit prêt à démarrer pour lancer son attaque. Si tu déverrouilles constamment la cible, alors ça demande un entraînement d'endurance sur les membres inférieurs spécial, mais si tu es capable de déverrouiller systématiquement les cibles en faisant un step à gauche ou à droite, donc du coup tu n'es pas obligé de reculer là aller sur la cage, du coup tu peux frapper dans des angles morts et continuer à toucher sans être touché. Si ça va au contact, il va s'épuiser à vouloir lutter et défendre la lutte. Il a un bon sol qui lui permettrait de survivre. Ce que je dis juste, c'est que quand tu t'appelles Aljo et tu t'entraînes toute la vie avec Merab, tu es capable de scramble très longtemps. Si un gars comme Sean O'Malley va dessus, mentalement, il va être brisé. Progressivement, il va être diminué. Quand il va se relever, il n'aura plus l'aisance et le côté, comment dire, le côté gentleman du combat qu'il a. S'il veut garder ce côté gentleman, il devrait, là tout de suite, sur la période qui n'est pas la période d'affûtage, là c'est le moment pour lui de travailler sa préparation physique. On va dire que s'il combat en août, on a quoi on a moins de 3 mois. Il a à peine la possibilité de développer la force. Il peut encore faire la force sur 3 semaines, histoire de prendre la force. Ensuite, il bascule sur l'endurance. Il se met à travailler beaucoup de la pliométrie basse. Ça, c'est le côté préparation physique. De l'autre côté, il se met à rester vraiment sur un jeu de l'escrime, de se dire, je suis comme un escrime, je touche, je sors, j'entre, je touche, je sors, et je ne permets pas de faire brouillon comme il a envie de faire Aljo. Aljo veut combattre en mode brouillon, il veut faire un combat sale. Sean O'Malley a besoin que ce soit très propre pour qu'il reste frais tout le temps. Ça ne garantit pas un finish tout de suite, quoique il est tellement précis et il aime le côté artistique qui tape clean que s'il a une frappe très propre, il pourrait finir le combat, mais au moins il ne va pas dans la boue avec Aljo. S'il va dans la boue avec Aljo, c'est quasiment sûr, il va perdre le combat. Et ben voilà, parfait. Juste pour boucler la boucle, il y a un certain Oumar Nurmagomedov qui a dit attention les gars, c'est peut-être moi qui arrive. Est-ce que tu penses que le petit cousin de Khabib a ce qu'il faut lui pour s'imposer dans cette catégorie ou c'est aujourd'hui trop tôt pour se prononcer? Il va s'imposer dans cette catégorie. Ok, bon. C'est le prochain. Okay. Il va s'imposer. C'est quasiment une certitude. Ouais. Il va s'imposer. Je ne suis pas sûr qu'actuellement, tout de suite, là, demain, il soit capable de battre Aljo, mais fatalement, il va s'imposer dans cette catégorie. Il a des armes qui font de lui quelqu'un d'ultra dangereux. Il est encore plus technicien, plus volatile que ses cousins, mais avec une même lutte très oppressive. Et je le redis encore, ces personnes-là qui sont des strikers comme Sean O'Malley, s'ils n'adaptent pas ce truc de se dire en période de développement, je vais développer la force. Et donc, bon, j'ai parlé du côté de la préparation physique, mais je n'ai pas parlé du côté technique. Je vais apprendre la lutte, beaucoup la lutte, pour stocker ça. Mais quand on va annoncer la période d'affûtage, la période où on devient où le technico-tactique prend le devant, la prédominance, à partir de ce moment, il faut arrêter de vouloir aller jouer dans le domaine de l'autre. Arrêter de vouloir faire le Sean O'Malley qui va aller apprendre à faire de la lutte pour contrer Aljo. Il va pas réussir, il n'aura pas assez de temps. Comme Conor a appris à défendre les takedowns et il a fait une défense de takedown contre Khabib. Ensuite, à la deuxième défense des takedowns, il n'avait plus de jus parce que ce n'est pas son élément naturel. Le seul endroit où il aurait une chance de battre Khabib, c'est de rester intouchable jusqu'à ce qu'il trouve l'ouverture pour le coucher.
S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment observer les deux périodes. C'est que j'ai la période de développement où je vais développer les qualités physiques et la lutte et tout ce que je ne sais pas faire. La période d'affûtage où je dois aller me concentrer. Dans le cas du nouveau de la génération de Magomedov, c'est un poison. Parce qu'il est très bon en lutte, mais il sait tout faire. Il peut boxer bien, il est volatile, il peut monter les coups de genoux, sauter des high kicks. C'est un problème. Il va finir par s'imposer dès qu'il y aura le gap comblé du manque d'expérience que Adjo peut avoir sur lui. Et juste avant ça, juste avant l'UFC 288, il y avait un certain Dimitrius Johnson qui revenait face à Adriano Moraes pour compléter la trilogie. Dimitrius Johnson qui est aujourd'hui donc toujours en flyweight mais équivalent bantamweight au regard des catégories de poids au One Championship. Est-ce que pour toi, donc il s'est imposé Dimitrius Johnson par décision unanime, il a cruisé jusqu'à la victoire tranquille, est-ce qu'il a toujours ce qu'il faut pour, imaginons, s'il était à l'UFC aujourd'hui, est-ce que pour toi il aurait toujours la carrure? Non. Je pense que c'est passé, le train est passé. Déclin un peu? Tu sais, enfin... Je pense que on n'est pas surhumain. Et je pense qu'il y a un moment donné, ceux qui ont vécu la carrière d'Anderson Silva, qui aurait pu imaginer qu'Anderson Silva puisse avoir un déclin dans sa vie? Enfin, c'est pas possible qu'il aurait pu, sérieusement, quand tu vois ce que Anderson Silva a fait à Forrest Griffin, et de voir que quelques années après, Adesanya fait à Anderson Silva ce qu'il lui il a fait à Forrest Griffin, c'est des esquives en Matrix, toucher, sortir. C'est que au bout d'un moment, on appelle ça scientifiquement le catabolisme rattrape l'anabolisme. Pour faire voilà, pour faire le scientifique sur ça, c'est simplement ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'est la réalité, c'est que tous les jours qu'on vit, les cellules d'un jeune qui a moins de 35 piges se développent et se fabriquent à mort. On a des cellules qui meurent, mais il y a des cellules qui se fabriquent un peu plus vite et qui vont aider le gars à rester affûté, à être adapté au cardio, physique et tout ce qui va avec et qui ça suit. Parce que les cellules meurent tous les jours, des millions de cellules de notre corps meurent, mais il y a l'anabolisme qui vient fabriquer des millions de cellules. Et il y a un moment donné où, quand tu atteins mon âge, ces cheveux blancs que tu vois, cette barbe blanche que tu vois, c'est parce que le catabolisme a pris le dessus sur l'anabolisme. Il y a moins de cellules qui se fabriquent et donc, du coup, il y a une perte de cellules qui viennent colorer la barbe, il y a une perte de cellules petit à petit qui font qu'on va vers le déclin. C'est inévitable. C'est comme ça, tu peux pas lutter contre la force de la nature. Et voilà, vous avez l'explication. Bien, Fernand, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder pour l'UFC 288 ou là on a fait le tour? Moi, très impressionné par Lopez. Diego Lopez. Diego Lopez. Contre Movsar Evloev, ouais. Extrêmement impressionné. 5 jours de short notice pour son premier combat UFC. Écoute, laissons tomber le short notice. Short notice normal, physique, oui, je comprends. C'est parce qu'on ne sait pas comment il s'entraîne. Le mec, si c'est un Damien Lapillus, short notice d'un jour, ça ne veut rien dire. Damien s'entraîne 24 sur 24. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il dort à la salle, il ne fait que ça. Sa vie, c'est s'entraîner. Il peut pas faire autre chose que s'entraîner. OK. Donc, physiquement, imaginons qu'il soit un Damien Lapillus. Mais c'est son fight IQ qui m'impressionne. Quand tu es capable à la base, tu arrives, tu domines les débats debout. C'est ton adversaire qui veut t'amener au sol. Il t'amène au sol et tout de suite, tu n'es pas en mode défensif. Il est en mode défensif, offensif. Je défends en t'attaquant. Du coup, on a plutôt, comment il s'appelle? Diego Lopez. Non, son adversaire. Movsar Evloev. C'est ça. On a plutôt Movsar qui se met à défendre la clé de bras, défendre la clé de talon. Enfin, mais pour un promoteur sportif, c'est le jackpot. C'est que c'est normal qu'à la fin, on a Dana White qui va lui dire, écoute, je te rajoute un autre billet, quoi. Je vais te mettre bien, je vais te faire combattre, je te rajoute un billet. Tu m'as mis bien. Parce que, honnêtement, le mec prend un short notice de cette manière. Jusqu'à la dernière seconde, il y croit, il tient sa clé de genou, il serre les dents. C'est émouvant comment il y croit sur le combat. Je l'ai trouvé très combatif. Je l'ai trouvé pour un premier fight à l'UFC vraiment adapté, pas peur du tout. Il a été secoué, il a secoué. Non, il m'a impressionné. J'aime beaucoup ce qu'il a fait et sans vouloir enlever du crédit à son adversaire. Qui est un bon prospect, mais j'aime beaucoup ce qu'il a montré.
Et ben voilà. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé, Fernand, ça fait un petit moment maintenant. Toi, le move UFC, WWE, qui sont maintenant au sein du même entité, t'en penses Ouais. quoi? Économiquement, c'est bien, c'est très bien. Il y a rien à dire. On sait quand vous savez ce que c'est WWE, économiquement, ça brasse vraiment les sous. Et aujourd'hui, une grosse entité comme l'UFC a besoin de s'ajouter des satellites pour se développer. Il y a besoin de rajouter des départements comme le département de production de IMG, comme le département du catch, donc de ce qu'on appelle le wrestling avec le WWE. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qui vont faire ensemble, qui vont faire des croisements, que ce soit dans la vente de la scénographie et la chorégraphie de comment vendre un événement avant, même si l'OMMA c'est réel et que le cash n'est pas réel, il y a une manière de construire la vente aujourd'hui de produits qui est très important. Rappelez-vous que quand on a un événement Ares le jeudi, par exemple, il faut convaincre tout le public qui regarde Ares de laisser tomber le football à l'heure de Ares, de laisser tomber le football américain, de laisser tomber le baseball, le basketball, le théâtre, le cinéma, Netflix, Amazon, Flex, tout ce qui existe comme divertissement, de ne pas aller à la foire du trône, de ne pas... Il y a tellement de propositions aujourd'hui pour le divertissement et l'entertainment que quand tu veux vendre un événement, tu dois être super convaincant. Tu dois vraiment tout le temps aller chercher ce qu'il y a de nouveau et le petit détail de la production, de la télévision, de l'image. Tout est important. Et ce mariage entre l'UFC et WWE, je le vois économiquement très bon. Sportivement, ça n'a rien à voir, mais économiquement, c'est très bien. Parfait, parfait, parfait. Avant de s'intéresser à Ice Fighting Championship, qui, comme tu l'as dit, revient jeudi, ce jeudi plus précisément, on va faire un dernier point UFC parce que oui, il y a quelqu'un qui va peut-être être dans ta ligne de mire d'ici quelques mois. C'est un certain Jailton Almeida qui revient pour son premier main-event à l'UFC contre Jairzinho Rozenstruik. Voilà, contre Jairzinho Rozenstruik que tu as déjà affronté. Il y a une grosse différence en termes de classement entre les deux. Là, on a clairement l'impression que l'UFC s'est dit bon, là, faut appuyer sur l'accélérateur. Je pense qu'il va s'imposer et je pense que tu vas, voilà, tu vas suivre ce main event avec attention. Il paraît inarrêtable. Faut le blesser rapidement. Il paraît inarrêtable. Et alors qu'il a il a toujours cette carrure de light, enfin pas de light, il est petit heavyweight aussi aujourd'hui encore. Bah parce qu'il part des middle. Moi, je connais des gens de sa team qui se sont entraînés avec lui. Jailton, c'est un problème. Attends, c'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'ils te racontent les gens de sa team du coup? Mais qu'il est extrêmement fort. Qu'il a la force d'un vrai poids lourd depuis 10 ans, depuis 15 ans. On dit qu'il est très, très, très fort physiquement. Et que il a un sol sous-estimé. Parce qu'il a mis quelques KO sur son passage, mais on a oublié combien de fois techniquement, pas physiquement, techniquement, il est imposant au sol. Donc, tu vois mon regard quand je me dis que ce jeune-là qui a la pêche, qui a faim, qui est énervé, pourrait très rapidement croiser le chemin de Cyril Gane ou même d'un autre, de d'autres poids lourds qu'on espère un jour mettre à l'UFC. C'est un vrai problème. En tout cas, il n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est que même demain, tu m'annonces Cyril contre Gelton demain. Je pense que je me pisse un peu dessus avant de me ressaisir. Je me dis, bon, viens, on va travailler sérieusement. Viens, on va se poser et on va travailler. Tu vois, on va trouver la solution. On va trouver la solution. On va travailler pour trouver la solution. Parce que mine de rien, sur son striking, il y a encore des ouvertures de ouf, notamment au moment où il va poser les mains sur son adversaire. Au moment de se jeter, il va un peu à l'abordage, il va à l'agressivité, et comme il est physique, il encaisse bien et il va à l'abordage. Il n'est pas à l'abri d'un méchant genou, d'un méchant uppercut, d'un front kick menton. Il n'est pas à l'abri de ces frappes qui sont obliques, qui viennent du bas vers le haut, parce qu'il s'expose beaucoup. Mais il faut avoir un timing, parce que tu te loupes une fois, il te met la main dessus, tu ne ressors pas. Il a le cardio d'un 84 kilos, il a la vitesse et l'explosivité d'un 84 kilos, il a la force d'un poids lourd.
Il a la technique d'une vraie ceinture noire. C'est un problème. C'est vraiment un problème. Pour le coup, je serais ultra surpris que Rosenstruik s'impose. Maintenant, Rosenstruik, si le vent en poupe qu'il a eu revient, il est capable de coucher n'importe qui sur un jab. C'est le mec qui met un jab, les gens tombent comme si comme s'ils ont pris une balle de fusil, tu vois. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, il mettait un jab, les gens s'écroulaient. Peut-être que ça va revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que ça va revenir. Et si ça revient, peut-être qu'il pourrait faire la différence, mais il n'a qu'une cartouche. C'est ça le problème avec Gelton, c'est que quand tu combats contre lui, tu n'as qu'une cartouche. Si tu loupes ta frappe, il te met la main dessus, t'es fait, t'es mal. Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ouais, non, moi j'aime beaucoup ce Gelton Almeida et c'est vrai que je pense que c'est le là où Curtis Blades a échoué, je pense que c'est lui qui pourrait, on va dire, cocher toutes les bonnes cases. Alors, C'est ouais, ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Il a le courage et la témérité que n'a plus ces anciens qui ont eu des échecs. C'est un gars comme Curtis Blade, quand tu as échoué sur un gros KO que tu as eu en Chine contre Francis Ngannou et que tu as échoué sur un gros KO quand tu as eu Derrick Lewis, tu commences à être hésitant avant de lutter. Tu commences tu vois, alors que lui, il est frais, il a encore tout ce côté naïf où il s'est dit, je suis invincible, je suis insurmincible. Je mets les mains sur quelqu'un, je le broie et je marche dessus. Et s'il arrive avec cette insolence et cette naïveté sur un mec du bon ranking qui est habitué à combattre contre des anciens qui sont pépères, ça peut salement se compliquer. Ok, ok, ok. Bon, bref, bah ça, ça s'annonce très très bien tout ça. Maintenant, Fernand, on va parler d'Ares Fighting Championship parce que oui, ça a lieu d'ici quelques jours, ce jeudi soir, Dôme de Paris, comme toujours. Il reste quelques places pour cet événement. Main event, Demarte Peña contre Mehdi Saadi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a été fait pour les règles avec la FMMAF pour le nombre de combats ou pas du tout? Ça y est, c'est bon pour... Non, ça s'est assoupli D'accord. simplement. En gros, aujourd'hui, ils font ce qu'on leur avait demandé de dire, qui est le bureau technique qui puisse valider. Ensuite, ils regardent les deux combattants, ils se rendent compte. Il faut comprendre le but de la fédé, hein, la C'est de fédération, la protéger les gars, oui, FMMAF oui. veut juste protéger les gars. Si, ils se rendent compte bien que Mehdi Saadi, qui est un vétéran, même s'il a très peu combattu, il a commencé à combattre au Kejoyer il y a très longtemps. Il mettait déjà des soumissions à la volée, des coups de bras à la volée qui lui ont surnommé ce qui ont donné le surnom des Merimbolo, du fait qu'il soit capable de mettre ce genre de technique et tout. Mais, enfin, en gros, on sait qu'il n'est pas en danger vis-à-vis de Mate Peña. On sait que ce sera un combat serré, mais voilà, il y a pas, on aura du mal à décider qui va gagner ce combat. Et je pense que c'est un peu ça qui tient. Alors, il y a une grosse différence. Et il y a 14 combats du côté de Mate Peña et puis 6 combats seulement du côté de Mehdi Saadi, le français. Mais voilà, on espère que la ceinture restera en France et qu'il va comment dire, il va détrôner Demarte Peña qui vient lui de l'Angola. Et est-ce que par rapport à ça, parce que Demarte Peña, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais qu'il y a des potentielles discussions avec l'UFC, ou en tout cas que l'UFC s'intéresse à lui, est-ce que là, on est dans une situation où si Mehdi Saadi s'impose, pourrait ne pas le revoir à Ares, mais pour de bonnes raisons, puisqu'il ira à l'UFC? C'est une possibilité. Honnêtement, pour être très sincère, tous les jeunes qui ont un potentiel comme Mehdi, avec 6 combats et combat déjà pour la ceinture d'Ares, ont le potentiel d'aller à l'UFC à tout moment. À tout moment. Alors, Demate Peña, ça va de soi que s'il n'y avait pas eu la tâche qu'il y a eu sur sa carrière, quand il y a eu 2 no contests, il serait certainement à l'UFC. Je pense qu'aujourd'hui, il va probablement aller à l'UFC. Il faudrait faire un peu de forcing pour présenter qu'il est bien, qu'il est clean et qu'il n'a plus de soucis parce que Ares, on a tout le temps des tests antidopage. Il a été testé sur les 3 combats qu'il a fait à Ares. Il a été testé consécutivement. Il n'a pas flagué à aucun moment. Donc, mais c'est sûr que pour Mehdi, c'est plus gagnant. Mehdi est plus jeune.
Je dis ça, mais je ne me rappelle pas exactement des âges et tout, mais Mehdi a quoi? Est beaucoup plus jeune, Mehdi est plus frais, il n'a que 6 combats. S'il devient champion sur Ares, c'est quasiment sûr qu'il va à l'UFC. Parce qu'aujourd'hui, l'UFC a besoin des personnes fraîches qui arrivent avec un sang neuf et qui peuvent avoir du futur, mais surtout a besoin aussi de remplir les grilles en France parce en 2024, ils arrivent 2 fois sur la France. Et donc, du coup, ça nécessite des combattants, de la nouvelle génération. Il faut de la fraîcheur. Il faut du monde à supporter pour les 20 000 Français qui vont débarquer. Il faut qu'il y ait du monde. Et donc, ça, c'est important pour eux d'avoir des personnes fraîches comme Mehdi qui arrivent avec un nouveau sang. Maintenant, voilà, Aujourd'hui, on a vraiment des vraies réunions avec le matchmaking de l'UFC sur Ares. C'est-à-dire des vraies réunions où on s'organise pour voir euh, qui s'en sort. Il y a des réunions entre le matchmaking de l'UFC et, et le bureau de l'UFC, FatPass, qui gère le pay-per-view. En gros, systématiquement, on a un mec qui est le boss du FatPass qui va nous donner des chiffres sur chaque combat, lequel a fait le plus de vues possible. Ces personnes-là vont être démarchées tout de suite par les matchmakers. Parce ils ont un tableau. Quand Ivanov va à l'UFC, c'est parce que les gars de l'UFC FatPass donnent les renseignements directs à l'UFC en disant, voilà, on a vu un peu lorsqu'elle combattait Ivanov, il y avait beaucoup de connexions de la Scandinavie, de la connexion de l'Europe et de la connexion de la France. Donc, on pense qu'il y a moyen qu'elle puisse être vendable pour l'UFC, puisqu'elle est déjà passée sur le Fight Pass et qu'elle sera reconnue sur le Fight Pass au moment où elle sera sur l'UFC. Donc, oui, Mehdi Saadi est en bonne voie. Encore faut-il qu'il aille détrôner ce vétéran qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous avez vu, après la défaite contre Taylor Lapillus, qu'on a pris des Maté Peña à la légère, mais quand on a vu ce qu'il a pu faire à ses adversaires, Mustafa Haïda et puis, comment il s'appelle, Elias Boukzedan, on a vu que c'était pas si simple que ça. Il est du métier, il a beaucoup d'expérience et ça vous dit combien de fois Taylor a une expérience sur le combat. D'ailleurs, Taylor, nos Oui, news. septembre, Paris, Ok, ça devrait être ça. ok. Normalement, ça devrait être ça. Bon bah très bien. Sinon pour les autres chocs, j'ai l'impression, moi sur le papier, Fernand, qu'à chaque fois on a, mine de rien, un clair favori qui se distingue. À part le... Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a un assez clair favori. Amin Ayoub, je pense qu'il est favori. Ouais. Je ne sais pas ce que les bookmakers disent, j'ai pas regardé. Il est favori face à l'Égyptien qui a 13 combats. Amin Ayoub en a, il 24. en a 24 et puis son adversaire en a 13. Et puis, Amin Ayoub a déjà combattu pour le titre. Il est un homme des grands rendez-vous. Ça devrait bien se passer, même si c'est un short notice pour lui. C'est vraiment un short notice pour lui. En welterweight, c'est ça. Voilà, Ouais. donc il monte de catégorie et il est en short notice parce qu'il n'a pas pu descendre de poids. Donc, ça peut être risqué pour lui, ce combat-là. C'est ça le piège dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose pour la ceinture pour lui, même si ce sera pas dans la même catégorie, pour la suite, vous avez déjà discuté de ça, ou là, non, c'est juste là, on fait ce Amin combat est et... positionné pour à un moment donné combattre pour la ceinture à 70 kilos. Mais ce combat D'accord. n'a pas d'incidence pour la ceinture Ok. puisqu'il est en welterweight. Ok. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les catchweight et que je n'aime pas qu'on vienne me parler de la ceinture alors qu'on est dans une autre catégorie. Mais au vu de ces dernières performances qu'il a faites contre Damien Lapillus sur Ares, c'est évident que Amin Ayoub est le prochain dès que l'occasion se présente pour la ceinture des 70 kilos. Ok. Ok, très bien. Et donc Ibrahim Mané contre Juan Manuel Suarez. Là aussi, pour Ouais. moi, je mets quand même Ibrahim Mané en favori. Et Malgré les 37 combats de la part de oui, l'Espagnol. oui, 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 Non, oui, mais- oui, oui, non, oui, mais- oui, oui. Oui, non, quand même, quand même, Bah, quand même. explique-moi, il faut que tu m'expliques. Bah, alors déjà, Ibrahim Mané, depuis son arrivée au MMA Factory, complètement transformé. Et il a montré que face à la lutte, face à des strikers, il y a vraiment aucun problème. En plus, il applique à merveille ton fameux protocole, donc t'en es le premier avis. Et son adversaire, bah, on va dire que lors de son combat, malheureusement à Ice Fighting Championship, bon, il s'était pris un petit KO de l'espace. Et depuis, on va
allez, il a repris du poil de la bête dans une organisation qui était un petit peu en deçà. Et donc là, ça y est, il revient par Ibrahim Mané. Mais moi, je me dis, c'est l'occasion pour Monsieur Mané d'enchaîner un petit highlight pour ensuite avoir le title shot. C'est bien, tu deviens un matchmaker. C'est génial, ça. Voilà. Tu deviens malin, c'est bien ça. Mais en tout cas, voilà, l'adversaire d'Ibrahim Mané est sur 2 victoires consécutives. Il a eu, sur ses 6 derniers combats, il a 5 victoires. Une seule défaite par Muslim Toulsaev qu'il a battu sur Ares, sur un gros KO. Mais à part ça, il est pas mal. C'est un vétéran, il a beaucoup d'expérience. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que Ibrahim Mané devrait gagner ce combat, normalement, parce que Ibrahim Mané est transcendé en ce moment, même si, attention, sortie de Ramadan, short notice pour Ibrahim Mané, attention, faut être prudent, mais je pense qu'il devrait pouvoir gagner ce combat. Il devrait pouvoir le gagner. Et on, voilà, et on a un revenant, donc quand la personne de Félix Klinkhammer contre Christopher Jacquelin. Klinkhammer, c'était dommage, je trouve, pour la catégorie welter, parce que moi, j'espérais avoir un Abdul Klinkhammer lorsqu'il était pleinement dans le roster. Mais non. Oui, il est très très bon, Klinkhammer. Il devait aller au Contender Series. Oui, il devait aller au Contender Series. Mais tu sais que tu mets Abdul au Contender Series, tu sais qu'il va faire mal à des... Enfin, il va les broyer. Oui. Il n'est pas fait pour le Contender Series, Abdul. Il est vraiment au-dessus. Tu mets Abdul contre Félix Klinkhammer, ça va mal se passer. Okay. Pour moi, c'est un mishmash. Il est très fort. Il a 8-0, mais il n'a pas le niveau de sol. C'est un rouleau compresseur. Tu le vois tous les week-ends. Abdul, il va sur toutes les compétitions. Il prend des absolutes. Il se balade sur tout le monde. Il s'amuse avec tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que le petit Félix, qui est un bon grappleur au demeurant, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin, non, c'est un mishmash. Je pense qu'il faut le construire. Je pense que c'est l'occasion de redonner de la lumière à ce Français qui est très bon, qu'on a oublié, qui est Christopher Jacquelin, qu'on le revoit en activité et qu'il est qui gère un truc, et celui qui va se démarquer de ça aura la possibilité d'aller challenger, d'aller se mettre dans le quattro, le dernier carré des 4 pour aller chercher la ceinture, d'autant plus qu'il est possible qu'on ne revoie plus le champion intérimaire de 67 kilos sur Ares. Oh, tu me fais à chaque fois finir comme ça avec un peu de suspense. Ça y est, il va aller à l'UFC? C'est pas ce que j'ai dit. Ok. J'ai dit qu'il est possible qu'il soit plus là, et auquel cas on a besoin de... Enfin, si l'intérimaire n'est plus là, si le champion n'est plus là et l'intérimaire n'est plus là, bon, tous les 4 sont rebâtis, on repart avec une nouvelle génération archi fraîche. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je n'aurais pas... On a eu beaucoup de débats dessus avec... pas mal de personnes qui voyaient Félix Klinkhammer aller affronter Abdul, mais c'est parce qu'on manquait d'adversaires. En réalité, c'est un mismatch. Mais par contre, attends. Parce que là, t'es en train de nous dire que Pépi va à la UFC. Honnêtement, non, par contre, l'affaire, non. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je le comprends comme ça. Ça ferait mauvais genre que Pépi signe avant Abdul. Absolument. Ah, voilà. Absolument. C'est okay. Absolument, ce serait mauvais, mais ça a déjà arrivé. Hein. Ok. Tu te rappelles que Karl Amoussou était classé quasiment 70 places au-dessus de Michael Lebou, et il a signé à l'UFC avant Michael Lebou a signé à l'UFC avant lui, et enfin a signé à l'UFC tout court, et Karl n'a jamais signé à l'UFC. Tout est possible dans la vie. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on a une promesse écrite, où je n'ai pas encore le contrat, sinon je vous l'aurais dit. J'ai une promesse écrite de l'UFC sur Abdul, mais c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Là, le matchmaking sur l'UFC à Paris est en train de se faire en ce moment où on parle, ça bat son plein. Il y a tout ce qui se passe là, donc ça devrait se faire. Voilà quoi. Je suis serein dessus. On verra bien ce que ça va donner. Okay. Ok, bon bah très bien. Et ensuite, voilà, pour moi, c'est l'autre choc que je retiens de cette soirée, c'est Jordan Zebo contre Michael Marie Sardi.
On est d'accord que c'est très équilibré celui-là. Oui, là, Il n'y a aucun doute. C'est que là, il faut faut lire dans la mare de café pour dire, d'ailleurs, tu penses que qui gagne? Non, je pense que Jordan s'impose. Ok. Et je pense qu'il va revenir aux bases face à Michael Marisardi. C'était un peu trop amusé à mon goût lors de sa dernière performance parce qu'il était au-dessus et donc... Je pense que s'il s'amuse, ça va mal se passer. Exactement, en tout cas, c'est pour ça. Michael Marisardi a toutes les armes qu'a Jordan Zebo. Michael sait lutter. En tout cas, il a un niveau décent de lutte, pas du niveau de Baki, pas du niveau de Jordan, mais il sait lutter correctement. Il a une très bonne boxe et très bonne boxe, j'exagère. Je m'entends. Il a une boxe du niveau de Jordan aussi. Il a la force. Les deux sont extrêmement forts. Moi, je pense que ce qui va faire la différence sur ce combat, c'est la vitesse. Lequel des deux aura progressé dans la vitesse? Parce que je les trouve relativement lents, Jordan et Michael Zebo. Et Marisardi. Je pense que chez les 77 kilos qu'on a aujourd'hui, quand tu vois la vitesse de tous les autres, tu peux dire qu'ils sont moins rapides et que celui qui aura déclenché ce process-là de vitesse parmi les deux gagnera le combat. Et ben voilà, réponse jeudi. Ensuite, moi, ce que je note, et je voulais te poser la question, où est-ce qu'on en est pour Asia Miri, donc il y a eu malheureusement pour elle une défaite lors de son deuxième combat. Est-ce que là, on a, je sais pas, peut-être changé de cap, peut-être qu'on a tempéré un petit peu tous les espoirs qu'on avait, ou ça fait partie du processus? Mais il y avait quel espoir déjà? C'est ça le problème, c'est que les gens, quand on parle d'espoir, vont toujours très loin ou vont toujours très bas. Il y a certains qui disent, bon, il n'y a aucun espoir à donner dessus, il n'y a rien. Ou alors qui disent, elle est faite tout de suite pour l'UFC. Mais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je pense que on a bien compris qu'une jeune fille comme Asia Miri, elle est faite pour du développement. Il faut la développer. Donne-moi 10 ans à Asia Miri et développe-la pendant 10 ans et dis-moi ce que tu vois. C'est ça la question. Ce n'est pas de se dire, oui, qu'est-ce qu'on fait d'Asia Miri maintenant? Non. La défaite sur le landscape, sur la big picture de la carrière d'Asia Miri, une défaite dessus, c'est un dos d'âne sur le chemin d'une voiture. Et que tu as juste une petite secousse, tu ne sens même pas ce qui se passe. Parce qu'elle a tout un développement possible. Elle a 10 ans à se développer. Pour arriver à l'UFC, même si elle y entre à 25 ans, elle aura eu devant elle 7 ans, elle aura eu 6 ans à se développer. Imagine si elle fait constamment le sol en 6 ans, même la plus mauvaise des combattants va avoir sa blalbec à moule, elle va avoir la ceinture noire au bout de 6 ans à un moment donné. On est d'accord. Elle a déjà un niveau en pied-point impressionnant. Je ne te parle pas juste du pied-point de combat, de gagner des combats, je te parle du pied-point de fight IQ, le choix des frappes, quelle direction choisir, les feintes de frappe, c'est du très très haut niveau, c'est de la perfection. Tu rajoutes à ça le développement physique, la force, l'endurance, le cardio, tu rajoutes à ça le développement de la lutte et du sol pendant 6 ans, voilà où il faut se projeter. Il faut arrêter de se projeter demain et se dire que elle sera à l'UFC dans 1 an. Il faut prendre le temps de se dire combien d'années on a devant nous. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Et quand tu vois ça, quand tu prends cette hauteur-là et que tu te dis, dans la durée de son développement, bah là, tu vois loin. C'est ce que l'UFC sait faire aujourd'hui. C'est qu'ils invitent les mecs sur le Contender Series, mais il y a des jeunes qui vont passer tout de suite parce qu'ils sont très hauts à l'UFC, et il y a des jeunes qui vont gagner, mais ils vont leur dire, OK, vous restez avec nous sur ce qu'on appelle un programme de développement. Avant de vous passer à l'UFC, même si vous avez gagné, on vous donne encore 2, 3 chances de combattre ici. On vous donne encore 1 année de développement. On va vous aider. Vous aurez le droit d'accéder à l'UFC Institute. Vous aurez le droit de bénéficier de certains avantages. On va vous faire combattre encore sur le compteur de la série. Et quand vous êtes prêt, on va vous balancer dans le grand bain. C'est juste que moi, je vois Asia comme un élément à développer. Parfaitement clair, monsieur. On va finir avec est-ce que là, on lance le hype train pour monsieur Azamat? Premier combat de la soirée. Ouais, on va. Non, mais je sais que par le passé, peut-être qu'on a placé les curseurs trop haut, et donc c'est vrai que pour des jeunes, ça peut être un peu compliqué. Bah, c'est parce que vous... Non. Moi, je ne vais jamais le regretter. Perso, je dis ce que je veux
et vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas content, on s'en fout. C'est on s'en fout. C'est tout. Moi, je vais dire ce que je veux quand je veux parler d'un de mes athlètes. Les gens te disent, oui, on en veut à Fernand Lopez parce qu'il a trop saucé ses athlètes. Il a dit qu'ils étaient bons. Mais je dis ce que je veux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis ce que je veux. T'es pas content, tu fais comme tu veux. Ensuite, toi, tu dis ce que tu veux. C'est comme ça. Je continue à penser que c'est stupide d'être un coach et de ne pas pouvoir saucer son élève et de ne pas pouvoir dire qu'il est bon. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être commerçant chez Mitsubishi et puis tu vends les voitures et tu dis Mitsubishi, c'est voilà. Donc, tu le dis peut-être en cachette. Tu le dis aux fabricants en disant, les gars, venez, on améliore la marque de notre voiture, mais tu peux pas dire ça à haute voix. Tu vas dire que c'est la meilleure des marques. Tu regardes le One FC, ce qu'il dit, Chakri, quand on lui passe le micro, il dit il est 10 fois meilleur que l'UFC. Il dit, regardez ce qu'on fait, on est meilleur en contenu, on est meilleur en machin, nos choses sont les meilleures, on a les meilleures fiches, on a les machins. Bon, on sait qu'on n'est pas d'accord. Ils ont les meilleurs finishes parce qu'il y a des mismatchs, pas parce que, et l'UFC a moins de finishes parce qu'ils ont des matchs équilibrés. Mais chacun vend sa sauce comme il veut. Et si vous n'avez pas compris ça commercialement, si vous n'avez pas compris qu'un agent, un manager doit vendre son athlète et que dès que tu mets la main sur un athlète, la première des choses que tu fais, c'est de le vendre, bah alors tu n'as rien compris. Et tu le vends. Il y a c'est super marrant, je reviens un peu sur l'histoire qui n'est pas amusante, mais qui est une histoire qui va illustrer un peu ce que je dis. C'est que j'ai une conversation avec Ali Abdelaziz. Et à un moment donné, il me dit, bah, le montant des libérations, bon, ça fait quand même beaucoup et tout. Est-ce que je peux donner à Arès la moitié pour la libération de Slim? Et parce que Slim, bon, tu vois, Slim c'est un débutant. Trabelsi, champion heavyweight Voilà. Dallas. Et donc, et donc, là, pour le coup, comment dire, il le ramène à une basse qualité, histoire d'avoir la meilleure négo. Et il me dit, mais non, tu vois bien que c'est un pauvre gars, il n'a rien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va faire un petit combat à l'UFC, il va sortir de l'UFC, il va machin. Et je lui dis, mais non, c'est parce que tu as dit, Brad Okamoto dit que tu lui as dit que c'était le meilleur poids lourd qu'on ait jamais vu et qui battait à la salle Francis et Cyril et qui les a jetés dans tous les coins. Et il me dit, oui, mais tu sais comment ça marche, Fernand, il faut que je vende mes athlètes. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, si j'ai un athlète qui s'appelle Azamat et que Aboukanov et que je veux le vendre, bah, il faut que je commence à le vendre et que je puisse amener les sponsors à s'intéresser à lui et que je puisse amener du public à s'intéresser à lui. C'est stupide de ne pas en parler. Maintenant, je dis simplement que vous avez du mal à le comprendre parce que le jour où il fait une contre-performance, vous renvoyez tout en disant, bon voilà, on nous avait dit que c'était le mec qui allait... Oui, voilà. mais quand tu sauces vraiment des gars, on sait qu'ils ont quelque chose de spécial. C'est pour ça que je dis ça. Et est-ce que là, aujourd'hui, il est dans cette catégorie ou t'attends encore un peu? C'est plus ça que je Il veux est dire. dans la caté de Ahmed Salamov. Voilà, ok. Et Dieu seul sait comment je l'ai saucé Ahmed Salamov. Je l'ai tellement saucé Ahmed Salamov que même lui-même, il m'a dit, je pense que sur le dernier combat que j'ai fait en Pologne, j'ai tellement peur de décevoir que j'ai tout oublié et j'ai déconné. OK, parfait. Et je lui ai dit, Ahmed, à partir de maintenant, tu as juste à me dire, je régule la communication sur toi. Donc, j'envoie le texto à tous les community managers. Ne saucez plus et ne dites plus rien sur Ahmed Salamov. Si vous mettez des photos d'Ahmed aux entraînements, mettez juste la photo, mettez un commentaire simple, ne le saucez pas. Parce que les athlètes, il y en a certains qui aiment qu'on les sauce pour qu'ils puissent se sentir galvanisés. Il y a certains qui n'aiment pas qu'on les sauce parce qu'ils se sentaient mal par rapport à ça. Et dans le cas d'Ahmed Salamov, il se sentait mieux. Et crois-moi, le truc a duré 6 mois, moins de 6 mois. Ahmed m'envoie et me dit, bon, là, c'est abusé. Là, on parle plus beaucoup de moi. Là, là, on peut y aller. Là, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Tu peux dire que je vais battre le numéro 1 en 84 kilos à l'UFC. Là, je suis bon. Là, je suis chaud. Allons-y. Et on a repris la communication sur Ahmed. Mais c'est une affaire de vente ou pas vente. Il faut qu'on puisse faire que le public s'intéresse à la personne. Et donc, dans le cas des Azamat, je pense que c'est un jeune qui a un gros potentiel, mais je suis persuadé qu'il aura besoin de développement. Il est pareil, il est un peu dans le cas de ces jeunes sur lesquels, si on les lance très tôt, ils vont se brûler les ailes. Aujourd'hui, il a encore pas mal de lacunes, des choses à combler, mais il a un potentiel parce que
Imaginez-vous un jeune qui a aujourd'hui 18 ans, donnez-lui 10 ans. Le mec, il a 18 ans, il est 6 fois champion de France de lutte. Imagine juste à ces mecs, ils continuent à faire des... Là, on a créé un groupe qui a eu le nom de Threat Camp, juste après la défaite de Cyril, qui était un camp d'entraînement fait autour de Cyril, des poids lourds exclusivement pour les développer à mort. Et on a mis 4 entraînements de sol et grappling dirigés par David Pierre-Louis et François Laurent, qui sont les boss de Affinity, la salle de sport numéro 1 en France, en Guy et en Ogi, sur les 2 années consécutives, les 2 récentes années. Ces personnes-là s'occupent vraiment d'Azamat pour le développer et l'amener plus loin. Il a un coach qui est très proche de lui aussi, comme Sofiane qui l'accompagne dans ce qu'il fait et tout. Toutes ces personnes, je parle de So-Coaching, toutes ces personnes-là mettent en place dessus un développement pour lui parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas à maturité. Il va faire son premier combat, c'est déjà une pression. Je regarde la fight card et je me dis, j'aurais dû le décaler et faire qu'il y ait un gars plus expérimenté qui fasse le premier combat parce que le premier combat, ça met de la pression. Tu arrives dans une soirée et tu démarres le combat le premier et c'est ton premier combat de MMA, ça peut être effrayant. Mais ces jeunes ont besoin de développement. Il peut arriver et il est au-dessus de son adversaire et du jour, juste de rentrer dans l'arène, il bug complètement. Donc, pour vous et moi, Azamat, c'est quelqu'un sur lequel on a beaucoup d'espoir, mais qui est un Kinder surprise. Et le Kinder surprise, on va l'ouvrir ensemble jeudi prochain. Waouh, oh wow, quelle métaphore. Bon, Science Fernand. Réponse donc jeudi prochain pour Azamat. Ares Fighting Championship est de retour. On va boucler la boucle de ce Kigen Uji avec quand même un mot sur Mansour qui lui fait son retour dès le lendemain. C'est super week-end pour les fans de sport de combat et de MMA en France. Il fallait surtout pas terminer la soirée sans Mansour Barnaby. Et oui, Fernand. Et voilà, et aujourd'hui, parce que bon, Mansour, on le sait, il est extrêmement discret. Moi, voilà, je le dis clairement, je trouve ce qui pêche parce que il faut avoir le full package quand vous êtes un combattant de MMA. Et malheureusement, Mansour, sa communication aujourd'hui, les gens ne savent pas à quel point il est bon. Toi, justement, est-ce que tu le considères aujourd'hui comme un top mondial ou pas, alors que, enfin, et ce qui est important de dire aussi, c'est que oui, il a des défaites, mais il faut voir contre qui il a eu des défaites et comment se sont déroulés les combats, parce que même Islam Makhachev le dit, c'est son plus dur adversaire. Mansour Barnaby, on le sort tout de suite du Bellator, on le met à l'UFC, dans le top 15, il fait des dégâts. C'est simple, aussi simple que ça. Enfin, Mansour pourrait battre le top 10. C'est qui ce mec-là comment il s'appelle celui qui a pris un KO. Ah oui, Drew Dober. Drew Dober. Ouais. Il pourrait le battre calmement. On est d'accord. Mm-hmm. Donc oui, il a de la place au très haut niveau. Mansour, j'ai eu l'honneur de le voir s'entraîner à l'époque au MMA Factory à l'ancienne. Son coach Aziz l'a ramené chez nous et il a une graine de talent. Il a vraiment il aurait pu avoir le full package, il lui manque la dimension communication qui lui fait défaut, mais je pense que ses performances vont suffire à le faire connaître. Je pense qu'il est de la trempe de Fedor. Ces gens-là qui ont pu arriver au très haut niveau, avoir la reconnaissance mondiale sans avoir la communication qui va avec. Il a des performances tellement fortes que forcément tu t'accroches, que tu ne connaisses pas ou pas. Quand tu vois, dès que tu vois la performance, tu t'accroches et tu parles de lui. Et malheureusement, il va sur... si on prend des noms des champions du Bellator aujourd'hui et que je te demande si je te dis qui est le champion de 93, de 77 ou 84 kilos au Bellator, c'est le nom que le monsieur lambda ne peut pas savoir. Pour les touristes, le Bellator ne parle pas, alors que pour les puristes, ça parle tout de suite. Et c'est ce dont j'ai peur pour lui, qui s'éternise là-bas, alors qu'il pourrait vraiment briller. Voilà. Pour moi, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il est dans une catégorie où il y a Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov, qui apporte cette lumière-là au Bellator par rapport aux autres, où c'est vrai que, oui, là, je te rejoins complètement. Les gars, ils ont un vrai niveau, mais tu ne les connais pas du tout. C'est ça. J'espère vraiment qu'il va lui arriver une carrière à la Chandler, qu'à un moment donné, il va passer de l'autre côté et qu'il va tout éclater.
parce qu'il a un très bon niveau et qu'on a besoin de ça en France. On a besoin des mecs comme ça qui sortent d'ailleurs et qui ont un niveau de fou parce que c'est ce qui se joue en ce moment. Les gens ne captent pas toute la dimension, mais l'OMMA, c'est là la force de l'UFC. L'UFC a compris que pour pouvoir développer ce sport en profondeur, non, pour pouvoir être riche, que l'UFC puisse être rentable, il fallait développer ce sport. Et pour le développer de manière massive, il fallait le rendre, euh, il fallait apporter la dimension patriotique. Et aujourd'hui, la force de l'UFC, c'est que chaque pays puisse avoir son représentant, quelqu'un qui va défendre le drapeau. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des gens comme Mansour Barnaoui pour aller défendre euh, le drapeau français sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques étant l'UFC et la Coupe du Monde étant le Bellator. Et ben voilà, parfait, la boucle est bouclée. Monsieur, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va débriefer ce week-end chargé entre Almeida, entre Ares, entre le retour de Mansour. Merci beaucoup. Et puis voilà, hein, on se donne rendez-vous à Ares Fighting Championship ce jeudi. Salut jeune homme, merci à vous. N'oubliez pas, il n'ose pas le dire, mais les clics, les likes, c'est toujours important. Les commentaires, c'est ça qui le fait vivre. Allez-y, n'hésitez pas. Même quand c'est des commentaires négatifs, n'hésitez pas. I'm fucking coming for you!